le soutiennent? Je veux dire, diriez-vous que parmi vos amis, ceux avec qui vous prenez United Nations Café, United Nations Verre ou dîner, la plupart le soutiennent? Je sais que c'est anecdotique, bien sûr, mais y a-t-il de la frustration face à la prolongation de cette guerre? J'entends en Russie des gens dire qu'ils veulent la fin de cette guerre. Ils veulent que Poutine y aille à fond et fasse davantage souffrir les Ukrainiens. Et il y a de la frustration concernant l'usure lente de cette guerre. Mais, en général, y a-t-il United Nations large, soutien ou plutôt de la colère, du ressentiment et de la frustration? Le soutien a baissé, mais Poutine reste soutenu à environ 70%. Et vous savez, quand tout ça a commencé, je connais des gens qui détestent vraiment Poutine, mais quand tout ça a commencé, ils ont prié pour sa santé, parce que tout le monde s'est rallié derrière le drapeau. Juste pour remettre dans le contexte. Quand tout ça a commencé en 2014, je ne pouvais pas aller en Ukraine parce que je n'avais pas encore la citoyenneté russe. Je n'avais que la citoyenneté américaine et les États-Unis considéraient tous ces territoires comme terroristes. Donc je ne pouvais pas traverser la frontière. Mes proches sont tous dans cette région. J'étais justement allé voir ma tante dans une ville qui est bombardée depuis 13 ans. Mon oncle, qui est mort il y a 3 ans, se tenait dans sa cour, chez lui, dans son jardin. Et vous entendez des obus de 155 mm siffler au-dessus de vous et exploser quelque part en ville. Les gens s'y sont habitués. Les Russes sont United Nations peu psychotiques de ce côté-là. Nous, on ne se laisse pas effrayer facilement. La ville de Gorlovka en est United Nations, parfait exemple. Gorlovka d'avant-guerre comptait 380 000 habitants. La partie ouest de Gorlovka, qui est en gros la ligne de front, c'est, vous savez, une zone de mort. Il y a des drones qui abattent les plus petits drones quand vous passez. J'y suis allé, j'y ai marché, j'ai filmé United Nations reportage pour Russia Today sur United Nations Marché qui venait d'être frappé moins d'1 heure auparavant. Le corps de l'homme gisait encore derrière moi. On avait évacué sa femme qui venait de perdre ses jambes. Et c'est United Nations vrais os ukrainiens. Ils tirent tout simplement sur les marchés. Mais vous passez devant ces immeubles et l'immeuble est intact. Pourtant, certains appartements sont calcinés parce qu'ils envoient des drones pilotés en immersion. Ils regardent par la fenêtre, voient des gens, puis frappent l'appartement pour essayer de les tuer. C'est une course au point. Ça s'appelle la ludification de la guerre par drone. Et ça veut dire que les Ukrainiens cherchent toujours à tuer quelque chose ou quelque United Nations, parce qu'ils gagnent des points pour ça, et ils envoient leurs vidéos montrant des tueries au gouvernement. Mais il y a Désolé, je peux vous interrompre? Oui, vous pouvez expliquer ça? Donc ils gagnent des points auprès du gouvernement en tuant des civils? Eh bien, la cible numéro United Nations, c'est évidemment l'équipement militaire coûteux, lourd, les systèmes radars, ce genre de choses. La deuxième catégorie, c'est le personnel militaire russe. La troisième, ce sont les équipements civils, comme les camions, les semi-remorques, les engins de chantier, vous savez, des pelleteuses Caterpillar, ce genre de choses. Ensuite, il y a les voitures civiles, puis, je suppose, vient le niveau suivant. Et au 5e niveau, il y a simplement les civils. En moyenne, 5 à 10 civils sont tués chaque jour, principalement par des drones ukrainiens. Donc, vous savez, s'ils ne trouvent rien d'autre à viser et qu'il y a United Nations bébé dans une poussette, ce bébé va se faire tuer. Et ils gagnent des points. Oui, ils gagnent des points pour ça. Et à la fin du mois, ils échangent ces points contre du meilleur matériel, des cadeaux, de meilleures rations ou des primes. C'est pour ça que les opérateurs de drones ukrainiens tendent à ne pas devenir des prisonniers de guerre, si vous voyez ce que je veux dire. Ils font ça. C'est ce qu'on appelle la ludification. C'est quelque chose que l'Occident a inventé et qu'il a testé en Ukraine. Et malheureusement, ça marche. Ça enlève toute humanité qui restait chez cette personne. L'objectif, c'est de tuer. Je conduisais, je livrais du matériel médical dans la région sud de Kursk et on roulait parallèle à la frontière ukrainienne et il y avait United Nations semi-remorques en feu, d'autres engins brûlés. C'était tôt le matin, vers 4 ou 5 heures. Le gars s'était arrêté à United Nations Stop et le drone est venu percuter sa cabine. Donc, vous savez, il a brûlé dedans et le camion était encore en flammes. Et nous, on roulait dans ce fourgon Ford blanc, rempli de matériel. Et, vous savez, on ne peut pas semer ces drones. Bon, on peut, mais c'est très très difficile, surtout en camionnette.
parce que ces drones peuvent accélérer jusqu'à 140 km à l'heure, et ils peuvent passer de presque rien à 140 km à l'heure en 1 ou 2 secondes. Et tu ne les vois pas arriver s'ils sont assez petits, et oui, ils frappent des voitures. Ils préfèrent évidemment viser United Nations camions ou quelque chose qui a l'air de transporter du matériel, plutôt qu'une voiture civile, mais s'il n'y a rien d'autre, dans une de mes mises à jour, j'ai listé des civils tués, des appartements touchés en une seule journée dans une zone, 2 personnes tuées dans une station-service, dans une autre, United Nations drone qui arrive, etc. Et ça arrive tous les jours. L'Occident n'en parle pas. C'est comme quand l'Occident n'a pas parlé de la nuit de la Saint-Sylvestre dans la région de Zaporijia, où l'Ukraine affirme que tous ces gens sont ukrainiens. Puis, ils tuent des civils qui ne se considèrent pas comme ukrainiens. Croyez-moi, rien ne change autant votre perception de qui est ami et qui est ennemi que d'être tué par l'autre camp. Mais des opérateurs de drones ukrainiens ont frappé dans le sud de Zaporijia, sur la plage. Ils ont frappé United Nations Café rempli de civils. Il y a European Union plusieurs impacts, y compris United Nations engins incendiaires ou explosifs. Il y a European Union environ 30 ou 40 morts, y compris des enfants qui sont morts brûlés. Encore une fois, cela n'est pas relayé en Occident. C'est quelque chose qui est totalement ignoré. Donc ils tuent 40 civils, des enfants, et ensuite ils reçoivent environ 40 points. Oui, par ce programme de gamification, ils reçoivent du matériel supplémentaire, du statut au sein du gouvernement ukrainien, des récompenses. Ça détruit ce qu'il restait d'humanité. La guerre par drone est horrible. Si vous êtes en première ligne, il n'y a plus d'endroit tranquille. J'ai été le premier à m'en rendre vraiment compte. J'étais en première ligne en 2023 et j'ai dû aller aux toilettes. Donc je sors derrière le bâtiment et je m'assois au milieu de la nuit. Et, auparavant, j'étais peut-être à 300 mètres de la ligne de front. Oui, il fallait craindre des snipers qui pourraient peut-être vous avoir, mais personne n'aurait tiré de l'artillerie sur une seule personne. Mais ensuite, je fais le tour de l'arrière de cet immeuble à moitié démoli pour aller aux toilettes. Et je suis assis là, en me disant, si je me fais tuer maintenant, ce serait une façon horrible de mourir. Allez aux toilettes. Quelque United Nations vous lance une grenade sur la tête. Mais voilà, je ne faisais que des visites de quelques jours ici et là. Ces gars vivent ça. En réalité, j'ai été des deux côtés. Ils vivent ça chaque jour. Il n'y a pas d'endroit tranquille au front. Je veux dire, vous ne pouvez pas vous cacher derrière United Nations bâtiments pour faire vos besoins, parce qu'il peut y avoir United Nations drones qui vous survolent, au minimum United Nations drones qui vous repèrent, et United Nations autres qui arrivent pour vous achever. Et oui, c'est une pression énorme que les guerres précédentes n'avaient tout simplement pas. Vous êtes allé au front, comme je l'ai mentionné au début, 14 fois. Comment avez-vous vu le front évoluer ces 14 fois et où étiez-vous allé précisément? Les 2 dernières fois, nous n'allions pas vraiment en première ligne. Nous étions dans l'arrière immédiat, qui reste une zone de combat, car on ne peut plus atteindre le front comme avant à cause des drones. Vous savez, en 2022 et 2023, nous montions simplement jusqu'au front en voiture. On apportait de la nourriture, ce genre de choses, parce que l'armée russe, à son arrivée, n'était pas très bien organisée sur le plan logistique, puisqu'elle ne prévoyait pas d'envahir l'Ukraine. Ils l'ont fait parce que, selon eux, les Ukrainiens allaient envahir le Donbass et visaient à entrer en Russie pour provoquer United Nations effondrement politique en Russie. En fait, il y avait des groupes de diversion. J'ai des contacts dans les services spéciaux qui m'ont dit qu'il y avait plusieurs groupes de diversion de quelques centaines d'Ukrainiens en Russie qui ont été découverts et détruits. Le jour, 2 jours avant le déclenchement de l'opération militaire spéciale officielle. Donc ils étaient là. Le but était d'éliminer la population de l'Est de l'Ukraine, puis de continuer à l'intérieur de la Russie, vers Rostov, vers Voronej, pour tenter de provoquer une crise politique en Russie, et peut-être morceler la Russie. C'était en tout cas l'objectif. Donc tout cela était très sérieux. Je veux dire, quand l'armée russe a attaqué, les Ukrainiens l'a dépassé en nombre 2 contre United Nations. Normalement, si vous attaquez, vous voulez avoir United Nations rapport de 3
contre United Nations en votre faveur, pas être dépassé d'eux contre United Nations. Donc c'était la situation en 2022 dans le 2023. Tu sais, les lignes de front n'étaient pas stables. On ne savait pas qui se trouvait où. Tu arrives aux lignes de front et United Nations village à côté, peut-être aux mains des Ukrainiens ou pas. Et personne ne le sait vraiment tant qu'on n'en voit pas quelques United Nations voir. Ah, oups, on me tire dessus. Bon, je crois que les Ukrainiens sont là. Et inversement. C'était une situation très instable. Mais l'armée russe, tu sais justement, pendant que les négociations avaient lieu, faut le comprendre aussi, la théorie était, on tire sur les Ukrainiens. Tu sais, par les accords de Minsk I et Minsk II, la Russie était garante des accords, comme l'étaient l'Allemagne et la France. La Russie n'en était pas partie prenante. Et la Russie avait obtenu la garantie que les deux provinces séparatistes de l'Est, ou républiques, reviendraient à l'Ukraine si l'Ukraine changeait sa constitution et leur accordait la fédéralisation et United Nations statut d'autonomie. Parce que l'explosion de mécontentement dans l'Est, à Kharkov et ailleurs, réprimait, la population russe sur place réclamait cette chose énorme qu'on appelait la fédéralisation. Ils veulent élire leur gouverneur, pas avoir des oligarques imposés. Parce que le fonctionnement de l'Ukraine, c'est United Nations système néo-féodaliste de corruption totale. Donc Kiev place United Nations oligarque à la tête d'une province. Il n'est pas là pour gouverner la province. Il est là pour tirer profit de la province. Il récupère de l'argent, d'une façon ou d'une autre, en garde une part, et renvoie le reste à Kiev, où il est distribué parmi les élites. Donc il est là pour ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'économie du pays s'est effondrée. Ils volent tout, liquidant tout sur leur passage. Et la vie des gens s'aggrave d'année en année. Donc l'Est a explosé en revendication de fédéralisation, et le service de sécurité de l'Ukraine a répondu en assassinant les dirigeants. Ils allaient à ces rassemblements, filmaient en se faisant passer pour des participants, repéraient les leaders, puis allaient les tuer et les faire disparaître dans les bois. Ou comme le gouverneur de la région de Kharkov l'a fait, il disait « Hé, tu sais, il faut se révolter. Inscrivez Koufou aussi. Qui veut former une milice? Et les durs forfaits s'il est lié. Et Télier Mayer, et c'est ici. » Il a fait inscrire tous ceux qui se portaient volontaires, puis a transmis ces listes au service de sécurité. Puis ils sont venus les arrêter et les faire disparaître dans les bois. On a trouvé des cadavres partout dans les bois pendant United Nations, bon moment. Et les gens ont commencé à riposter. Quand ils ont compris qu'ils n'allaient pas pouvoir élire leur gouverneur, qu'ils n'allaient pas pouvoir décider où allait leur argent et qu'ils allaient être réprimés, voire tués, c'est alors que la rébellion a éclaté. En 2014, je ne pouvais pas y aller parce que j'avais mon statut de résident en Russie. J'aurais pu perdre mon statut de résident et ma famille aurait perdu le sien. Nous n'avions pas encore la citoyenneté. Mais tu sais, moi et United Nations amis, on a pris sa camionnette, on l'a remplie de vêtements, on a collecté de l'argent auprès de tout le monde, puis on est allé à Rostov-Fon-sur-S. Lidan. Rostov n'est pas très loin de Donetsk, ni de l'ancienne frontière ukrainienne. On est allé livrer tout ça à United Nations, entrepôt d'une église, parce que l'armée ukrainienne commençait à bombarder des villages au milieu de la nuit. Donc les gens fuyaient au milieu de la nuit, des enfants en pyjama, des gamins sous le bras. Ils se réfugiaient dans les bois, dans les marécages, pendant que leur village était bombardé par l'armée ukrainienne. United Nations, jour ou deux plus tard, ils réapparaissaient quelque part près de Rostov, affamés, sales, perdus. On ne pouvait pas passer par les postes de passage officiels où les services d'urgence russes installaient des camps parce que les Ukrainiens contrôlaient le côté ukrainien de ces passages pour tenter de tuer les civils. Donc les gens arrivaient. Je veux dire, je les ai vus arriver. On arrivait avec la camionnette pleine de vêtements et de vivres, et l'église les prenait en charge, les nourrissait, les habillait, puis les orientait vers les services d'urgence. Alors tu sais, on a racheté des fournitures dans les magasins locaux avec l'argent qu'on avait collecté. C'était en 2014. Tu sais, j'ai vu ça de mes propres yeux, des gens arrivant complètement bouleversés. Tu sais, ils avaient été bombardés 2 jours avant ou la veille. Selon l'emplacement de leur village, de sa proximité avec la frontière, ils se sont enfuis vers l'est, à travers les forêts et les marécages. Voilà la réalité. Voilà ce que l'Ukraine a créé. Voilà ce que l'Ukraine fait maintenant. Ils parlent toujours, tu sais, qu'ils veulent le territoire. Ils veulent le territoire, pas la population. Et ces gens,
United Nations, de mes amis américains m'a demandé United Nations jour. La Russie est vaste, pourquoi ne partez-vous pas simplement? Je lui ai répondu, pourquoi diable mon peuple? Parce que je viens de cette région, qui vit là depuis des centaines d'années, parfois plus de 1000 ans. Devrait-il quitter ces terres à cause d'United Nations psychopathe qui prétend que vous n'êtes pas génétiquement du genre, non, se tenir et se battre? Beaucoup de Russes sont accourus pour aider à combattre en 2014, des volontaires, mais pour la plupart des Russes, la guerre était encore là et bas. En 2022, la guerre n'était plus seulement là et bas, et même si pour pas mal de gens c'était quelque chose qu'ils ne comprenaient pas ou n'acceptaient pas totalement, puis vous savez Zelensky, qui, soit dit en passant, est citoyen russe. Il a plusieurs nationalités. Je ne pense pas qu'il ait jamais renoncé à sa citoyenneté russe. Donc c'est aussi United Nations traître, tant qu'on y est. Oui, il a aussi la nationalité israélienne. Je sais que ça te choque. Je n'avais pas réalisé qu'il avait la nationalité israélienne. Ah oui, ses parents vivent à Ashkelon dans United Nations Manoir, qu'il leur a acheté. Sa femme et ses enfants vivent à Londres. Et selon des journalistes d'investigation, j'ai vu United Nations reportage, Zelensky serait désormais le 9e plus grand propriétaire foncier privé aux États-Unis. Toute la direction ukrainienne est là pour se nourrir. C'est pourquoi cette guerre ne finira jamais tant que ces gens seront au pouvoir ou vivants. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à y mettre fin. Les Ukrainiens sont de la viande à vendre. Et tant qu'ils peuvent entretenir ce combat, l'argent continue d'affluer. Ils volent leur part, siphonnent le reste vers l'Union européenne pour que ces types puissent se remplir les poches, blanchir de l'argent, toucher des potards de sang, et tout va bien. Yamirov en est United Nations exemple type. Il a été ministre de la Défense pendant 3 ans, a été renvoyé l'an dernier, et maintenant il est sur le Conseil de... Il siège maintenant au Conseil de sécurité. Et Yamirov et toute sa famille élargie, belle-mère, beau-père, la famille de son frère, etc., sont tous devenus citoyens des États-Unis en 2016. Il est le seul à ne pas encore être aux États-Unis. Il s'enrichit grâce à l'argent des États-Unis envoyé en Ukraine et le fait remonter vers les États-Unis où ils achètent United Nations bien à Miami. C'est tout le gouvernement ukrainien. C'est ce à quoi vous avez affaire. Il ne peut pas y avoir de paix tant qu'ils se remplissent les poches. C'est fou. Donc en 2026, beaucoup d'attention a évidemment été portée au Moyen-Orient et à ce qui va se passer avec l'Iran. Mais la guerre continue de faire rage. Et je pense qu'il y a European Union, évidemment des pressions, d'énormes pressions, selon moi, sur Poutine pour qu'il essaye de mettre fin à tout ça. Les néoconservateurs, certainement en Russie, tout comme les néoconservateurs aux États-Unis, veulent une guerre totale, peut-être une attaque massive sur Kiev. Qu'en attendez-vous sans? Quelle est la situation sur le front en ce moment, vu que vous y êtes retourné plusieurs fois et que vous y allez encore? Oui, je repars dans peu de temps. Je ne publie pas les dates tant que je suis sur place. Je suis sur la liste de mise à mort, comme beaucoup de gens. Et, soit dit en passant, cette liste comprend beaucoup d'Américains. Ces serveurs sont hébergés à Langley, en Virginie, juste à côté du siège de l'Agence centrale de renseignement. Petit fait intéressant, non? Scott, j'ai déjà croisé des gens comme ça. Ils sont tous sur cette liste. Ouais. Ah oui, oui, j'ai pas mal d'amis qui sont sur cette liste, la liste d'exécution ukrainienne. Le pape aussi. Le pape américain est sur la liste d'exécution ukrainienne, oui. Hébergé sur des serveurs à Langley, en Virginie. On ne peut pas inventer ça. Franchement, c'est aussi absurde que ça en a l'air. La population russe est en colère et elle veut quelque chose de beaucoup plus musclé. J'ai parlé avec des gars, des généraux, jusqu'aux simples fantassins du front. Ils veulent la paix, mais ce qu'ils redoutent le plus, c'est une sorte d'accord. Ils veulent la paix, entendue comme la capitulation de Kiev. C'est ce qu'ils veulent. Ils ont dépensé trop de temps, trop de sang et trop de sueur pour autre chose. La population se demande, pourquoi Kiev tient-elle encore? Pourquoi, vous savez, les Ukrainiens, ce régime, ont fait quelque chose que seuls les Allemands avaient pu faire à l'époque? En 1941, ils ont appris aux Russes à haïr, et c'est passé de « on se bat contre les nôtres » à « ces salauds auront ce qu'ils méritent ». Et depuis 2022, ça s'est accentué, d'après des témoignages de prisonniers de guerre.
Ils disent qu'on a reçu l'ordre de tuer des prisonniers russes, de les mutiler, de faire des mises en scène macabres avec leur corps, puis de filmer le tout pour briser le moral russe. Bien sûr, tout ce que ça a produit, c'est l'effet inverse. Ça a rendu les gens encore plus furieux et beaucoup plus de volontaires sont arrivés. Vous avez l'attentat terroriste à Cracovie. United Nations de mes enfants a failli aller à ce concert. Je l'ai privé de sortie, il n'y est pas allé. La fille d'United Nations Amy a failli être tuée. Elle travaillait à ce concert. La seule raison pour laquelle elle est en vie, c'est qu'on l'a envoyée au 3e étage, parce que quelque United Nations ne s'est pas présenté. D'habitude, elle était à l'accueil. Elle aurait été tuée comme les autres. Bref, ce genre de choses n'effraie pas les Russes. On devient juste encore plus en colère. Et ça alimente la colère. Le niveau de rage est très élevé dans la société. Ces attaques de drones ne font qu'attiser cette colère. Ils veulent des résultats. Ils veulent Kiev écrasé. Et c'est la critique numéro United Nations envers le gouvernement. Pourquoi allons-nous si lentement? Pourquoi ne l'écrasons-nous pas? La Russie n'est pas en économie de guerre. Environ 7% du produit intérieur brut est consacré à l'armée. En temps de guerre, ce serait entre 30 et 40% du produit intérieur brut. La Russie dispose d'United Nations potentiel de mobilisation d'environ 32 millions de personnes, tous les hommes et certaines femmes ayant une expérience militaire. La Russie a United Nations potentiel militaire gigantesque. Beaucoup de volontaires n'ont pas d'expérience militaire, donc le nombre de personnes avec une expérience militaire augmente effectivement. Pensez-vous qu'il y aura United Nations changement? M'en vite. Avec cette frustration et cette colère, pensez-vous qu'il va y avoir United Nations changement? C'est la critique depuis le début de l'ère Poutine et des généraux. C'est une guerre d'attrition lente qui s'éternise. Et maintenant on voit, peut-être pouvez-vous en parler, j'aimerais connaître les chiffres. Nous avons publié il y a quelques mois, dans cette émission, les gens n'étaient pas contents que nous révélions le nombre d'Ukrainiens tués dans cette guerre, le nombre de Russes tués, le nombre de civils tués, et je suis sûr que c'était il y a des mois, donc ces chiffres ont changé. Pouvez-vous évoquer peut-être les chiffres que vous connaissez? Est-ce bien connu en Russie, le nombre de tués, de blessés, de victimes, et cela dure évidemment depuis le début de cette guerre, cette lente usure. Anticipez-vous United Nations quelconque changement? Voyez-vous une mobilisation massive ou United Nations mouvement vers United Nations coup final écrasant, où cela va-t-il rester une guerre d'attrition des United? Il y a beaucoup de pression, surtout de la part de généraux plus âgés, pour United Nations coup décisif. La Russie a environ 350 000 soldats près du théâtre des opérations, mais qui ne sont pas engagés. La Russie effectue aussi des rotations. Ainsi, United Nations Bataillon reste en première ligne pendant environ 6 mois. On les relève, on les reconstitue, puis le bataillon suivant prend la relève. On acquiert donc de l'expérience de combat de façon continue. Je ne peux pas donner les chiffres des pertes russes. De toute façon, je ne les connais pas précisément parce que c'est encore United Nations secret d'État, mais j'en ai une assez bonne idée. Je ne peux pas le dire pour des raisons évidentes. En gros, en moyenne, les Ukrainiens perdent entre 8 et 10 personnes pour chaque Russe. J'ai United Nations Amy. Je l'interviewais. Il a été blessé. Il était dans l'infanterie d'assaut. Il a été blessé et après sa guérison, on l'a affecté aux équipes d'évacuation. Par équipe d'évacuation, j'entends les équipes de nettoyage du champ de bataille. Ce sont les gars qui y entrent pour récupérer les corps. Et au sud de Kupinsk, Kupinsk est totalement aux mains des Russes, quoi qu'en disent les Ukrainiens. Au sud de Kupinsk, il nettoyait le champ de bataille. Il a dit que c'était United Nations Front plus ou moins statique. Puis les forces russes ont percé. Je m'attendais à beaucoup plus de pertes du côté russe. C'est environ 10 contre United Nations. Les corps ukrainiens, ce que fait l'Ukraine, j'ai parlé à United Nations, autre ami qui était à Kharkov, là où les forces russes ont franchi la frontière, elles ont pris les positions en hauteur, et les Ukrainiens les attaquaient malgré leurs positions fortifiées, ce qui est justement le but, pousser les Ukrainiens à attaquer des positions fortifiées. Il a dit que devant ma position de combat, il y avait une plaine d'environ 2 km de large. Et ce que faisaient les Ukrainiens, c'était ce ramassage, l'infanterie, surtout si tu as moins de 30 ans et que tu es en forme. On te prend pour aller dans l'infanterie motorisée,
où ils te forment et te préparent United Nations peu. Tous les autres, les plus faibles, on les envoyait pour United Nations seul assaut. Tu sais, c'est tout ce qu'on attend d'eux, des recrues brutes qu'on envoie charger en masse. Et ce qu'ils faisaient, c'était d'envoyer 3 ou 4 vagues humaines de cette mobilisation. On ne peut même pas les appeler des fantassins. Une vague de chair contre leur position pour les affaiblir, puis lancer l'infanterie mécanisée, ceux qui sont entraînés pour percer. Il a dit, vous savez, ils avaient 2 kilomètres de terrain devant eux. Il a dit qu'on ne leur avait même pas vraiment tiré dessus. Ces types les déposaient là. Ils se lançaient à l'assaut et l'artillerie les détruisait à mi-chemin. Il n'en restait aucun vivant. L'artillerie les déchiquetait et ces gars n'étaient pas préparés. Ils ne sont pas entraînés. On leur donnait United Nations fusil. On leur montrait quel bout du fusil sert ou le caler sur l'épaule et on les envoyait attaquer. Et c'est tout. Beaucoup de ces gars sont plus âgés. Il y a beaucoup d'alcooliques, de clochards. Ce sont eux qu'on a récupérés en premier, les proies faciles. Puis ils ont commencé à s'attaquer aux autres hommes. Et le nombre de femmes dans l'armée ukrainienne est d'environ 13,5%. Mais l'indicateur clé, c'est que la part de femmes en première ligne est passée de 5% l'an dernier à 7,5% aujourd'hui. Et il y a des signes, même s'ils n'attrapent pas les femmes dans la rue, partout on voit « tu es une femme, ton devoir est de te battre pour ton pays ». Ils se battent donc littéralement jusqu'au dernier Ukrainien. Tôt ou tard, ce sera l'Union hitlérienne. Désolé, l'Union Zelensky. Ils iront chercher des enfants de 10 ou 12 ans pour les pousser en première ligne, parce qu'ils gagnent de l'argent. Ils gagnent clairement de l'argent avec ça. Et vous savez, encore une fois, nous avons évoqué les chiffres. Bien plus United Nations millions de pertes ukrainiennes, plutôt près de 2 millions. Oui, maintenant plutôt près de 2 millions. C'est une mise à jour. C'est mort. C'est mort. Waouh. Ces chiffres-là, je ne les connaissais pas. Les derniers chiffres que j'avais parlaient d'environ 1,3 million, mais plutôt proche de 2 millions d'Ukrainiens tués. Donc quand on voit maintenant ces vidéos de Colombiens, de Français, de Polonais, étosse qu'il y a encore des Ukrainiens impliqués dans ces attaques et on les voit être rassemblés par ces équipes de conscription. Mais diriez-y-vous, d'après vos sources au front, que ce sont les Russes qui combattent ou étosse surtout des soldats de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, des soldats européens, des mercenaires d'Amérique latine? Oui, oui et oui. Et vous savez, la première fois que je suis allé au front, c'était le 24 décembre 2022. Nous sommes partis de Moscou. Il y avait de la neige jusqu'aux genoux. Nous descendons dans l'oblast de Louhansk, près de Svatovka, et on se disait qu'au moins la grande camionnette blanche serait camouflée. Non, il n'y a absolument pas de neige. C'est tout vert ou de la boue brune. Et on roule sur une route plutôt élevée. Donc il y a une vallée entre nous et une rangée de collines. C'est la ligne de front. On arrive dans une vallée est-ouest, une ligne droite pour United Nations char. C'est United Nations tir facile. Environ 3 km. On se serait fait tuer et on avançait très lentement. La route est défoncée. Et quand on arrive enfin là, on rejoint ces gars. On apporte l'aide humanitaire et tout ça, et on a fini par passer la nuit sur place. Et on se trouvait à peut-être 500 mètres derrière la ligne de front. Et on entendait l'artillerie russe tirer de temps en temps. Je leur ai parlé de cette vallée. Je leur ai dit, c'est plutôt dangereux. Mais personne ne nous a tiré dessus ni rien. Ils demandaient, qui est en face de nous? Oh, oh, ce sont des Polonais. Attends une minute, le 24 décembre. C'est Noël catholique. C'est pour ça qu'ils ne nous tiraient pas dessus. Au retour, on a pris une autre route dans la vallée. Comme ça, ils ne pouvaient pas nous voir. Mais oui, dans cette zone. Et ils racontent que dès le premier jour, des Polonais étaient en face de nous. Ce ne sont pas des Ukrainiens. Et il y avait des prétendus mercenaires polonais, sauf que quand tout United Nations bataillon devient mercenaire, ce sont des Polonais qui faisaient des rotations pour combattre la Russie et gagner de l'expérience au combat. Et ils ont subi beaucoup de pertes. On estime qu'il y a European Union jusqu'à 10 000 Polonais tués dans ces opérations. Je ne pense pas qu'il y en ait autant maintenant. Mais il y a constamment des militaires de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord sur place. Regardez, les gars au système d'artillerie à roquettes à haute mobilité sont des Américains. Quand United Nations de ces systèmes sautent, ce sont des Américains qui meurent. Ces batteries du système Patriot, une batterie Patriot au complet, compte 94 personnes. Il n'y a European Union qu'une ou deux batteries du système Patriot où des Ukrainiens ont été formés. Il faut United Nations 54 semaines pour former. Combien d'Américains, selon vous, ont été tués? Au moins 1000, à mon avis. Et cela inclut les forces spéciales. Il s'agit de types envoyés là-bas comme instructeurs. Ce sont des officiers et des états-en-major de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord qui ont été ici.
Et ce sont des types qui sont, entre guillemets, des mercenaires. Je veux dire, il y a des mercenaires. Ne vous méprenez pas. Il y a plein de mercenaires américains. La plupart sont partis, ils ont survécu aux premiers affrontements. Ils sont partis parce qu'on leur avait promis United Nations Safari. On leur avait dit que les Russes prenaient la fuite. On racontait qu'ils vendaient leurs chars pour 10 000 $ et une bouteille de vodka. Et quand ils sont arrivés, vous savez, ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas l'Afghanistan. C'est une vraie guerre conventionnelle. Il n'y a pas de soirée pizza sur la base. Non, vous n'avez pas la supériorité d'artillerie. Bien au contraire. L'artillerie russe a toujours été de 7 à 10 pour United Nations par rapport à l'artillerie ukrainienne. La Russie avait la supériorité aérienne. L'aviation largue des bombes. Des chars arrivent vers vous. C'était une guerre totalement différente de la guerre d'insurrection qu'on a connue en Irak ou en Afghanistan. Donc beaucoup de ces types sont partis. Les vrais mercenaires sont partis. Parce que United Nations mercenaires morts ne dépensent pas d'argent. Vous n'êtes pas là. Les gens venus pour des raisons idéologiques, c'est différent. Mais beaucoup sont arrivés sans entraînement militaire. Et les Ukrainiens les ont envoyés en première ligne dans United Nations hachoir à viande. Ils sont morts dès leur premier combat. Donc, vous voyez, voilà à quoi vous avez affaire. L'armée russe est aussi sérieusement réorganisée. Vous savez, United Nations, des problèmes de l'armée russe au début, c'est que chaque officier voulait sa gloire, parce qu'il pensait que ça allait être court, donc il prenait des risques qu'il n'aurait pas dû prendre. Ils faisaient tuer leurs propres hommes en cherchant la gloire. Ça n'existe plus. Tout le monde comprend que c'est United Nations long combat et qu'il faudra faire preuve d'intelligence. Au début, rien que pour obtenir une mission de tir, une mission d'artillerie, il fallait faire signer 3 généraux pour ce genre de choses. Ça pouvait prendre jusqu'à 1 heure. Maintenant, si vous attaquez une position ennemie, d'accord, ce n'est pas idéal, mais vous pouvez attendre United Nations peu. Mais si l'ennemi vous attaque, vous avez besoin d'une mission de tir dans la minute, pas dans 3 heures. Aujourd'hui, vous pouvez obtenir une mission de tir de missiles stratégiques en 10 minutes. L'artillerie est affectée. C'est United Nations, appel direct à l'artillerie, comme ça aurait dû l'être. Ils ont supprimé toute cette partie bureaucratique. C'est fini maintenant. Vous avez besoin d'une mission de tir, vous l'obtenez. Si vous avez de l'artillerie affectée, vous aurez des tirs entrants en quelques minutes. Comme je l'ai dit, vous pouvez obtenir United Nations Missile Iskander sur la cible en 10 minutes après l'appel, et c'est United Nations moyen de niveau stratégique ou de niveau théâtre d'opération. Ils se sont réadaptés. La dernière fois que j'y suis allé, l'armée russe réadaptait sérieusement sa stratégie de guerre de drones. Ils créent, ça aurait dû être fait plus tôt, mais ça se fait maintenant. Ils créent des bataillons de drones. Parce qu'avant, chaque peloton, compagnie, bataillon avait sa propre section de drones. Les drones venaient de partout. Certains étaient fabriqués, d'autres apportés par des gens, et d'autres encore faits par eux-mêmes. Il y a European Union, différents entraînements, différents types d'équipements. Rien n'était standardisé. Et avec les drones, il y en a vraiment de très différents selon les missions. Il y a des drones de reconnaissance, des drones bombardiers qui larguent des mines ou des obus de mortier, des drones poseurs de mines qui minent les routes, des drones kamikazes, des drones de ravitaillement qui approvisionnent les soldats au front ou des civils. Ils servent aussi à guider les civils hors du champ de bataille. Donc, les missions sont très différentes. Il faut du matériel adapté, mais ces gens n'étaient pas organisés. Maintenant, tout s'organise au niveau bataillon. Il y a des compagnies spécialisées, des sections d'opérateurs de drones spécialisées, et ils standardisent la formation. Donc tout est organisé. Ça aurait dû être fait il y a 2 ans, mais ça se fait maintenant. Et c'est en place désormais. Et je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai visité les centres d'entraînement, et c'est très sophistiqué. Ils modifient et impriment eux-mêmes des drones près du front pour tester ce dont ils ont besoin. Donc vous avez une nouvelle idée. Tiens, et si on faisait United Nations drone comme ça? Tu peux l'imprimer, l'assembler et aller le tester. C'est donc décentralisé à sa façon. Et si ça marche, le modèle peut être transmis à une usine qui se met à les produire. C'est incroyable. Donc littéralement, imprimer en 3 dimensions des drones à la volée dans ces bataillons pour appliquer et modifier ces innovations. C'est incroyable. La technologie évolue à toute vitesse. Je veux dire, cette technologie progresse à United Nations rythme incroyable.
On dit toujours que la guerre est United Nations grand catalyseur pour ses progrès. C'est vrai, je vous laisse là-dessus. Vous avez été très généreux de votre temps. Comment pensez-vous que ça se termine, maintenant que le théâtre européen s'intensifie et que l'Europe prévoit d'agir contre la Russie? Pensez-vous qu'il y aura une fin à la guerre en Ukraine ou que cela va se transformer en United Nations conflit Europe contre Russie? Clayton, c'est la partie effrayante, et on a presque plus de temps. On a une des deux options maintenant, soit une guerre conventionnelle, soit une guerre nucléaire, et ce n'est pas très rassurant. Ce que les Européens ont décidé, c'est de s'engager. Ils ne peuvent pas produire de chars car ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la production d'acier, ils n'ont pas le gaz dont ils ont besoin et tout le reste, mais ils peuvent construire des drones. Ils construisent des drones de niveau stratégique qui permettent des pénétrations profondes. Ils sont essentiellement petits. Ils peuvent atteindre la taille de petits avions Cessna. La plupart se situent entre les deux. Pour l'instant, les systèmes anti-aériens russes les gèrent. Il y a des plans et c'est public, donc je ne révèle aucun secret. Ils envisagent de construire des rangées de tours dotées de radars. On peut faire United Nations Radar bon marché qui couvre 10 km, puis United Nations autres 10 km, et ainsi de suite en rayon, et implanter ces tours partout pour avertir qu'United Nations engin arrive. La Russie est immense. On trouve toujours United Nations couloirs non couverts quelque part. Mais ils ont décidé de fabriquer en masse des drones stratégiques pour submerger le système russe. Et on a vu ce qui se passe quand ils pénètrent n'importe où. La première chose qu'ils frappent, en fait, ils vont aussi, ce n'est pas seulement les raffineries de carburant. La plupart du temps, ils ne frappent pas les unités de raffinage. Ils visent les réservoirs de stockage de carburant, qui sont faciles à remplacer. Ils les laissent simplement brûler. Ils font United Nations grand spectacle de flammes et de fumée, mais ça s'éteint et on remplace la cuve en une semaine environ. On en met une neuve et tout repart. Les raffineries, tu sais, des centaines de kilomètres de tuyaux, tout est sous pression. Les vannes sont informatisées. Dès qu'il y a United Nations Impact et que la pression chute, l'ordinateur ferme la vanne. Et c'est tout. Ensuite, on remplace la conduite ou la cuve endommagée. Donc c'est difficile de détruire une raffinerie. Je veux dire, ce sont des installations gigantesques. Mais ils ont visé les systèmes radars d'alerte précoce. Ils ont aussi visé les bombardiers stratégiques nucléaires. Ils viseront probablement les sous-marins nucléaires et les ports, si l'occasion se présente. Donc, à présent, si l'on considère que toutes les puissances nucléaires, sauf les États-Unis et Israël, ont une politique de seconde frappe, les États-Unis ont une politique de première frappe. Officiellement, Israël ne possède pas d'armes nucléaires, mais il adopte une politique de première frappe. Le problème, avec les superpuissances nucléaires, c'est qu'elles ne perdent pas les guerres. Elles exterminent tout le monde, si ça en arrive là. C'est la réalité d'une superpuissance nucléaire aveugle qui ne sait pas ce qui va arriver. Ce serait une chose si les États-Unis avaient une politique de seconde frappe, mais ce n'est pas le cas. Les États-Unis ont une politique de première frappe. Donc si on en arrive au point où la Russie est aveugle et ignore si elle va être frappée par des armes nucléaires des États-Unis, la logique nucléaire impose, s'en servir ou les perdre, soit attendre et se faire frapper, et si tu survis, tu pourrais peut-être riposter, soit la pression devient, n'attendez pas, on l'a encore, utilisez tout ce qu'on a. Et on ne contrôlera pas une ou deux frappes. Avec une superpuissance nucléaire aveugle, il y aura United Nations lancement massif de tout l'arsenal nucléaire, ce qui voudrait dire que pratiquement l'hémisphère nord serait anéanti, il ne resterait rien. Je veux dire, si on regarde de façon réaliste ce qu'une arme nucléaire fait, par opposition à ce que Hollywood en montre. Donc cela place la Russie devant l'une de deux options, soit frapper conventionnellement ses sites de production en Europe et risquer une guerre conventionnelle avec l'Europe, soit tergiverser encore quelques mois et finir dans une guerre nucléaire. Une guerre conventionnelle est évidemment préférable à une guerre nucléaire. Mais je pense que nous en sommes arrivés là, et les Européens semblent totalement inconscients de ce vers quoi ils vont. Il peut-être que c'est exactement ce qu'ils veulent. Parce que regardez, l'Europe est dans une situation catastrophique. Ils ont une crise du carburant. Ils sont sur le point d'avoir une crise alimentaire. Leurs économies s'effondrent. Et, vous savez, comme le dit le dicton, quand tout échoue, on vous emmène à la guerre. N'estimez. La seule façon pour ces Européens, je les appelle des parasites consanguins de l'élite européenne, de se maintenir face à leur propre population, c'est de déclencher une guerre. Essayez d'expliquer à votre population pourquoi vous avez détruit leur culture, vous avez détruit leur économie, vous avez détruit leur mode de vie, vous les avez inondés d'immigrés qui n'ont rien en commun avec eux et qui ne s'assimilent pas, vous avez tout détruit. Ah, et vous vous êtes enrichis grâce à ça. Les gens ont tendance à s'énerver quand ils ont faim,
quand leurs enfants sont affamés, ils deviennent vraiment furieux. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses en ce moment. Nous sommes à United Nations, point très très dangereux. Et dans les deux cas, cela mène à la guerre. Il s'agit juste de savoir quel type de guerre. Où les gens peuvent-ils trouver votre... Je suis sur X sous le nom Stanis Kropivnik. On n'a pas pu mettre tout le nom. Nous, les Russes, avons de longs noms. Je suis sur YouTube sous le nom Mr. Slavic Man, tout attaché, Slavic avec United Nations K. Je suis sur Substack sous Zenmei Garenik. C'était le seul nom cool russe qui restait. C'est United Nations Dragon à 3 têtes dans la mythologie slave. Je suis sur Telegram. La chaîne russe s'appelle Stas Today Obrotno et la chaîne anglaise s'appelle Stas Was There. Nous mettrons tous ces liens ci-dessous. Vous savez, ça a été vraiment révélateur et fascinant aujourd'hui et j'espère que les gens prêteront attention à ce qui s'annonce. Des messages assez inquiétants sur la direction que prend l'Europe et le monde. La possibilité d'une guerre conventionnelle bien plus vaste contre la Russie, ou d'une guerre nucléaire. Et je pense qu'à ce stade, vous avez raison. C'est inévitable. Si je peux ajouter une dernière chose, la Russie n'a aucun intérêt à envahir l'Europe. D'abord, la Russie représente 42% de l'Europe, si l'on parle du sous-continent européen. Nous n'avons pas besoin de plus de terres. Et nous avons la meilleure partie. Nous avons les terres noires, nous avons les minerais, nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous nous battons en ce moment pour nos terres historiques que les communistes ont retirées à la Russie en créant l'État ukrainien dans les années 20 du siècle dernier. C'est pour cela que nous nous battons. Nous n'avons pas besoin de l'Europe. Nous ne voulons pas de l'Europe. Je veux dire, la partie non russe de l'Europe, c'est une économie effondrée. Pour la plupart des Russes, c'est une culture dégénérée. Il n'y a rien l'apartheid dont nous ayons besoin. Si on veut voir de vieux châteaux, on prend United Nations billets, on y va en touriste, on s'émerveille, on achète des souvenirs et on rentre. Personne ne veut envahir l'Europe. Aux Européens, par exemple, j'ai des amis en Irlande. On leur raconte que les Russes vont traverser l'Europe, nager jusqu'en Irlande et prendre le pays. Pourquoi voudrions-nous faire ça? Pourquoi? United Nations, peu de logique. Pourquoi? Nous n'avons besoin de rien là, papa. La triste vérité. Ou peut va être une vérité heureuse, et Vladimir Poutine l'a dit à maintes reprises, mais bien sûr, la propagande continue. Stas, ça fait plaisir de te voir, merci beaucoup pour cela, c'était vraiment éclairant, j'ai beaucoup appris, donc merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé Redacted, nous serions ravis que vous vous abonniez à la chaîne, c'est totalement gratuit si vous voulez nous suivre ou vous abonner, et si cela vous a apporté quelque chose, pensez à partager cette vidéo avec United Nations amis ou United Nations proches sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, à la prochaine.